Sophie a envoyé un texto, « J'amène mes parents emménager avec nous. Ils ont perdu leur maison. » Ce n'est pas une discussion. J'ai répondu, « La famille d'abord. » Puis j'ai contacté mon propriétaire, j'ai résilié le bail plus tôt et j'ai emménagé seul dans un studio. Quand un camion de déménagement est arrivé devant un appartement vide. Moi, 31 ans, homme, j'ai déménagé de mon propre appartement il y a 3 jours sans le dire à ma petite amie Sophie. Elle l'a découvert lorsque le camion de déménagement qu'elle avait loué pour ses parents, M et Madame Dubois, est arrivé à un logement vide. Et honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis 2 ans. Laissez-moi vous donner le contexte complet, car cela ne s'est pas produit en vase clos. Je suis avec Sophie depuis 2 ans et demi. Nous avons emménagé ensemble il y a 18 mois dans un appartement de 2 chambres. Le bail est uniquement à mon nom. Elle était entre 2 emplois lorsque nous l'avons signé et ne remplissait pas les conditions. Elle a finalement trouvé du travail et a commencé à contribuer au loyer, mais l'arrangement est resté le même. Mon nom, mon crédit en jeu, ma responsabilité si quelque chose tournait mal. Ses parents, M et Madame Dubois, ont toujours été un problème. Pas dans le sens d'un ajustement normal avec la belle famille, mais dans le sens où, ils me traitent comme du personnel. Son père, Monsieur Dubois, ne m'a jamais posé une seule question sur moi. Ni sur mon travail, ni sur mes intérêts, ni sur mon passé en 2 ans et demi. Sa mère, Madame Dubois, me coupe constamment la parole et a fait des commentaires, à portée de voix et à plusieurs reprises, sur le fait que leur fille aurait pu trouver mieux. Ils se sont présentés à l'improviste à notre appartement en s'attendant à être reçus. Ils ont emprunté de l'argent à Sophie qu'elle a pris de notre fonds commun sans me le dire. Ils ont tout critiqué, de la façon dont je charge le lave-vaisselle à la voiture que je conduis. J'ai soulevé ces problèmes avec Sophie de nombreuses fois. Sa réponse est toujours une variation de « c'est juste leur façon d'être » ou « la famille, c'est la famille » ou « tu es trop sensible ». Elle n'a jamais pris ma défense, jamais fixé de limite, jamais reconnu que ses parents me traitaient mal. Il y a 3 semaines, elle est allée leur rendre visite pour une fin de semaine. Quand elle est revenue, elle était bizarre, silencieuse, constamment sur son téléphone. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a dit « bien », de cette manière qui signifie définitivement que ce n'est pas bien. J'ai laissé tomber parce que j'avais appris qu'insister n'aidait pas. Puis, mardi dernier, alors que j'étais au travail, j'ai reçu un texto d'elle. « Alors, je dois te dire quelque chose. Mes parents ont perdu leur maison. Saisie immobilière. Ils n'ont nulle part où aller. J'amène M et Madame Dubois emménager avec nous samedi prochain. Ce n'est pas une discussion. J'ai lu ce message probablement 15 fois. Ce n'est pas une discussion. 4 mots qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa vision de notre relation, de notre maison et de mon rôle dans les deux. J'ai répondu par texto, « La famille d'abord ». Puis je suis resté assis à mon bureau pendant environ 1 heure à réfléchir. L'emménagement de M et Madame Dubois n'était pas seulement une question d'espace ou d'intimité. C'était une question de précédent. Sophie a pris une décision unilatérale concernant notre situation de vie commune sans me consulter et a préventivement mis fin à toute conversation à ce sujet. Ce n'est pas une discussion. Cela signifiait que mon opinion n'avait pas d'importance. Mon confort n'avait pas d'importance. Ma maison, celle dont le bail est à mon nom, n'avait pas d'importance. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai fait des compromis. Toutes les fois où j'ai ravalé ma frustration concernant M et Madame Dubois. Toutes les fois où j'ai laissé passer des choses pour maintenir la paix. Et j'ai réalisé quelque chose. Maintenir la paix me tuait. Je disparaissais lentement dans une relation où j'avais toute la responsabilité et aucun pouvoir de décision. Alors, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon propriétaire pendant ma pause déjeuner et j'ai expliqué que je devais résilier le bail plus tôt. Il y avait une pénalité, 2200 €, soit essentiellement 2 mois de loyer, mais il a accepté de me laisser partir si je la payais et si j'étais parti en 1 semaine. J'ai accepté. Mercredi, j'ai commencé à faire mes cartons discrètement. Sophie était au travail pendant la journée. J'ai pris congé jeudi et vendredi, prétextant avoir une affaire personnelle à régler. Elle n'a pas demandé ce que c'était. J'ai emballé tout ce qui m'appartenait. Les meubles que j'avais achetés avant de nous rencontrer, l'électronique, les vêtements, les livres. J'ai laissé tout ce que nous avions acheté ensemble, ce qui, honnêtement,
n'était pas grand-chose puisque j'avais financé la plupart de nos achats ménagers. J'ai trouvé un studio dans la banlieue proche, à environ 20 minutes. Premier et dernier mois de loyer, caution. Au total, environ 3 900 € pour emménager. J'ai signé le bail jeudi après-midi. Vendredi soir, j'étais essentiellement prêt à partir. Sophie travaillait tard ce soir-là et n'est rentrée qu'après minuit. J'ai fait comme si tout était normal. Nous avons regardé la télévision, sommes allés nous coucher. Je n'ai pas beaucoup dormi. Samedi matin, j'ai dit à Sophie que j'allais aider un collègue avec quelque chose et que je serais de retour plus tard. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone, probablement en train de coordonner la logistique avec ses parents. J'ai conduit jusqu'à l'appartement, j'ai rencontré les déménageurs que j'avais engagés et j'ai supervisé le chargement de tout dans un camion. À 14 h, j'étais déballé dans mon nouveau studio. À 15 h, j'ai envoyé un texto à mon propriétaire pour confirmer que j'avais quitté les lieux et laissé mes clés au gérant de l'immeuble. Puis j'ai bloqué le numéro de Sophie et je me suis assis dans mon nouvel appartement silencieux et vide, attendant. J'ai découvert ce qui s'est passé ensuite par mon ami, Lucas, qui est toujours ami avec Sophie sur les réseaux sociaux. Apparemment, le camion de déménagement que M et Madame Dubois avaient loué est arrivé à notre ancien appartement vers 17 h. Ils avaient conduit 4 heures avec toutes leurs affaires, s'attendant à emménager dans ce qu'ils pensaient être la maison de leur fille. Ils ont trouvé un appartement vide. Mes affaires avaient disparu. Ces affaires étaient là, mais les miennes, le canapé, la télévision, le cadre de lit, la table de cuisine, la vaisselle qui était en fait la mienne, tout avait disparu. Sophie a essayé de m'appeler. Bloqué. A essayé de m'envoyer un texto. Bloqué. A essayé mon numéro professionnel. Elle connaissait la ligne principale. J'avais déjà dit à la réception de dire que j'étais indisponible. Elle s'est rendue chez mes parents. Mes parents, que j'avais informés de la situation, lui ont dit que je ne voulais pas la contacter et de bien vouloir partir. Elle n'est pas partie tranquillement. Apparemment, il y a eu des cris. Ma mère m'a appelé après pour dire « Cette fille a des problèmes ». C'était il y a 3 jours. J'ai depuis entendu par divers canaux que Sophie est en difficulté. Ses parents ne peuvent pas se permettre un hôtel pour plus de quelques jours. Elle ne peut pas se permettre le loyer de l'appartement seul. Le renouvellement du bail devait avoir lieu le mois prochain, et le propriétaire lui aurait dit qu'il ne le transférerait pas à son nom car son crédit et ses revenus ne sont pas suffisants. Elle a publié des choses vagues sur les réseaux sociaux sur les gens qui vous abandonnent quand vous en avez le plus besoin, et qui montrent leur vrai visage. Quelques amis communs m'ont contacté pour me demander ce qui s'était passé. Je leur ai dit la vérité. Sophie a décidé unilatéralement de faire emménager ses parents dans mon appartement sans en discuter avec moi. Alors, je me suis retiré de la situation. Certaines personnes comprennent. D'autres pensent que j'ai été dur. Je ne me soucie pas vraiment de leur avis. Je suis assis dans mon studio en ce moment. C'est petit. C'est calme. C'est entièrement à moi. Le bail n'a que mon nom dessus. Les meubles sont seulement ce que je peux me permettre. Il n'y a personne ici qui me traite comme si j'étais invisible ou qui me dit que mes opinions n'ont pas d'importance. Je ferai une mise à jour si quelque chose d'autre se développe. Pour l'instant, je respire simplement. Première mise à jour. 4 jours plus tard. Les choses ont considérablement escaladé, et je veux tout documenter car cette situation est devenue plus compliquée que je ne l'avais prévu. D'abord, quelques éclaircissements basés sur les commentaires de ma publication originale. Oui, je comprends que déménager sans prévenir était spectaculaire. Oui, j'aurais pu avoir une conversation d'abord, mais voici le truc, Sophie m'a explicitement dit que ce n'était pas une discussion. Quand quelqu'un ferme la porte au dialogue avant même qu'il ne commence, il ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été consulté sur la réponse. Maintenant, pour ce qui s'est passé depuis. Le lendemain de ma publication, mon ex-petite amie, Sophie, ex-petite amie. Nous n'avons jamais officiellement rompu, mais je pense que le déménagement l'impliquait, a trouvé ma nouvelle adresse. Je ne sais toujours pas comment. Peut-être par un ami commun, peut-être par des recherches créatives sur Google. Quoi qu'il en soit, elle s'est présentée à mon studio à l'improviste. Je l'ai vue à travers le Judas. Je n'ai pas ouvert la porte. Sophie, à travers la porte, je sais que tu es là.
Ta voiture est sur le parking. Nous devons parler. Moi, nous n'avons vraiment pas besoin. Sophie, tu ne peux pas simplement partir comme ça. Tu ne m'as rien laissé. Moi, je t'ai laissé tout ce qui était à toi. J'ai pris ce qui était à moi. Sophie, l'appartement était à nous. Moi, le bail était à moi. Mon nom, mon crédit, ma responsabilité. Tu as pris une décision concernant cet espace sans moi. J'en ai pris une aussi. Sophie, mes parents ont perdu leur maison. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Moi, je ne sais pas. En discuter avec moi comme un partenaire. Me donner plus de 4 jours de préavis. Ne pas me dire que ce n'était pas une discussion. Sophie, tu punis mes parents parce que tu ne les aimes pas. Moi, je me retire d'une situation où je n'ai pas mon mot à dire. Ce n'est pas une punition. C'est de l'autoprotection. Il y a eu une longue pause. Puis Sophie, si tu ne reviens pas, c'est fini entre nous. Je suis sérieuse. Moi, je pense que ça l'est déjà. Elle est partie après ça. A claqué la porte du couloir assez fort pour que mon voisin, Monsieur Lefebvre, sorte la tête pour voir ce qui se passait. C'était dimanche. Lundi a amené un nouvel acteur. Sa mère, Madame Dubois. Madame Dubois s'est présentée à mon travail, à mon lieu de travail réel. Elle est entrée dans le hall, a dit à la réception qu'elle était ma belle-mère, nous n'avons jamais été mariés, et a exigé de me voir. Notre réceptionniste m'a appelé, très confuse. Je lui ai dit de dire à la femme que j'étais en réunion toute la journée. Madame Dubois a apparemment fait assez de scandale dans le hall pour que la sécurité de l'immeuble doive lui demander de partir. Elle criait à l'abandon et à la lâcheté et comment j'avais ruiné sa famille. Mon directeur m'a interrogé à ce sujet plus tard. Je lui ai donné un bref résumé et il a dit, on dirait que tu as échappé à une belle, et on est resté là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mardi, j'ai reçu une lettre, pas un courriel, une vraie lettre en papier déposée en main propre dans la boîte aux lettres de mon studio. C'était de son père, Monsieur Dubois. La lettre faisait 3 pages, manuscrite. L'essentiel, j'avais trahi leur fille. J'avais abandonné Sophie au moment où elle en avait besoin. J'étais moins qu'un homme pour ne pas soutenir la famille de ma partenaire. Ils avaient investi dans notre relation et attendaient en retour une décence humaine de base. La partie investie dans notre relation m'a fait éclater de rire. C'est l'homme qui ne m'a jamais posé une seule question sur moi en 2 ans et demi. Qu'a-t-il investi exactement? La critique? La condescendance? La lettre se terminait par une exigence. Je devais payer 1 mois de frais d'hôtel pour eux, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Il citait un montant précis, 2600 € pour 1 mois dans un hôtel longue durée. Je n'ai pas répondu à la lettre. Mercredi, les choses sont devenues bizarres. Son frère, Marc, que j'avais rencontré peut-être 3 fois et avec qui je n'avais jamais eu de vraie conversation, m'a envoyé un message sur LinkedIn, de tous les endroits possibles. Réseau professionnel. LinkedIn. Marc, salut, ma sœur dit que tu as déménagé. J'ai entendu ce qui s'est passé. Juste pour te contacter pour te dire que tu devrais peut-être reconsidérer. La famille est importante et mes parents sont de bonnes personnes qui traversent juste une mauvaise passe. Je pense que si tu donnais une autre chance, les choses pourraient s'arranger. Moi, ta famille est importante pour toi. C'est super. Mais après 2 ans et demi à être traité comme un meuble, je choisis de me donner la priorité. Marc, c'est assez égoïste. Moi, peut-être. Mais dire à son partenaire que des décisions de vie majeures ne sont pas une discussion, elle est aussi. Il n'a pas répondu après ça. Jeudi, le propriétaire m'a appelé. C'est là que ça devient intéressant. Mon ancien propriétaire de l'appartement que je venais de quitter avait des nouvelles. Mon ex-petite amie, Sophie, avait essayé de le convaincre de la laisser rester seule dans l'appartement. Elle a proposé que ses parents, M et Madame Dubois, se portent garant. Il a vérifié leur crédit. Ses parents, ceux qui ont perdu leur maison par saisie immobilière, ont une cote de crédit dans les bas 5 cents. Ils ont des arriérés d'impôts. Ils ont plusieurs comptes en recouvrement. La saisie était apparemment le résultat d'années de mauvaise gestion financière, pas une tragédie soudaine. Le propriétaire a refusé de prolonger le bail.
Il lui a donné 30 jours à compter de mon départ pour trouver d'autres arrangements. Elle a jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Apparemment, elle panique. Ses revenus seuls ne lui permettent pas de se qualifier pour quoi que ce soit dans la région. Ses parents ne peuvent pas l'aider car ce sont eux qui ont besoin d'aide. Le plan était clairement d'utiliser mon appartement, mon nom, mon crédit, ma stabilité pour loger toute sa famille indéfiniment. Je ne savais rien de la situation financière de M et Madame Dubois jusqu'à ce que le propriétaire me le dise. Sophie avait toujours laissé entendre qu'il traversait une mauvaise passe et avait juste besoin d'un peu d'aide. Il s'avère que la mauvaise passe dure depuis des années et que l'aide dont ils ont besoin est substantielle. Plus de mise à jour à venir au fur et à mesure que cela se déroule. Deuxième mise à jour. 8 jours plus tard. C'est probablement mon avant-dernière mise à jour car la situation se stabilise. Mais des choses importantes se sont produites que je veux partager. Après ma dernière mise à jour, mon ex, Sophie, a tenté une dernière approche directe. Elle m'a envoyé un courriel. Je l'avais bloqué partout ailleurs, mais j'avais oublié mon courriel personnel, qu'elle avait de l'époque où nous partagions des articles au hasard et des choses comme ça. Le courriel était long. Je vais résumer les points clés. Elle comprenait pourquoi j'étais en colère, mais pensait que j'avais réagi de manière excessive. Elle était prête à arranger les choses si je revenais et l'aidais à installer ses parents. Elle a souligné que j'avais investi 2 ans et demi dans la relation, et que ce serait un gaspillage de tout jeter. Elle a dit que ses parents étaient désolés s'ils m'avaient déjà fait sentir mal à l'aise. Notez, pas qu'ils étaient désolés pour leur comportement, mais désolés si je m'étais senti mal. Elle a conclu en disant que si je ne répondais pas dans les 48 heures, elle devrait accepter que c'était fini et continuer sa vie. Je n'ai pas répondu. Les 48 heures sont passées. Je m'attendais à ce que ce soit la fin. Ce ne fut pas le cas. Le lendemain, sa mère, Madame Dubois, a publié quelque chose sur Facebook. Je ne la suis pas, mais mon ami Lucas m'en a fait une capture d'écran et me l'a envoyée. La publication était un long récit dramatique sur la façon dont leur famille traversait le moment le plus difficile et comment les gens en qui ils avaient confiance les avaient abandonnés. Elle mentionnait, sans me nommer directement, que le partenaire de leur fille était parti sans prévenir et les avait tous laissés sans abri. Elle demandait des prières et du soutien. Les commentaires étaient ce à quoi on pouvait s'attendre. Sa famille élargie exprimant son indignation, des amis offrant leur sympathie, quelques personnes disant qu'elles prieraient pour leur force. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que la publication omettait commodément, c'est que ce partenaire n'avait jamais accepté de loger qui que ce soit. Que l'appartement était à mon nom uniquement. Qu'on m'avait dit que mon opinion n'avait pas d'importance. Que j'avais été traité comme un invité indésirable dans ma propre relation pendant des années. J'ai débattu de l'opportunité de répondre publiquement, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Les gens qui me connaissent savent la vérité. Les gens qui croient la version de Madame Dubois n'allaient probablement pas changer d'avis de toute façon. Mais c'est là que le karma est intervenu. Apparemment, quelqu'un qui a vu la publication sur Facebook en savait plus sur la situation de la famille Dubois qu'il ne le laissait paraître. J'ai entendu cela par le bouche à oreille d'un ami d'amis. Donc, prenez-le avec des pincettes, mais soi-disant quelqu'un a commenté quelque chose comme « Peut-être que si vous n'aviez pas refinancé la maison 3 fois pour financer votre style de vie, vous ne seriez pas dans cette situation. » Le commentaire a été supprimé presque immédiatement, mais pas avant que des gens en fassent des captures d'écran. Les captures d'écran ont commencé à circuler dans leur discussion de groupe familial élargi. Des questions ont été posées. Le récit de M et Madame Dubois sur le fait d'être des victimes des circonstances a commencé à se fissurer. Je n'ai aucune idée de qui a fait ce commentaire, mais qui que ce soit, il a fait ce que je n'aurais jamais eu l'information ou le courage de faire. Pendant ce temps, les retombées pratiques continuaient. Mon ex, Sophie, a officiellement reçu un avis de quitter l'appartement. Elle a apparemment tenté de négocier une dernière fois avec le propriétaire, offrant de payer 6 mois de loyer d'avance s'il la laissait rester, mais elle n'avait pas 6 mois de loyer. Elle espérait l'obtenir de moi. Comment je le sais ? Parce qu'elle a demandé à son frère, Marc, de me contacter à nouveau. Marc, elle est sur le point d'être sans abri. Mes parents n'ont nulle part où aller. Si tu lui avançais 6 mois de loyer, 6 600 €, elle dit qu'elle te rembourserait et te laisserait tranquille. Moi, j'ai déjà payé 2 200 € pour résilier le bail. Je ne lui donnerai pas plus d'argent.
Marc, tu vas vraiment la laisser finir à la rue? Moi, elle a un travail. Elle a de la famille. Elle a des options. Aucune de ces options n'est moi. Marc, c'est froid, mec. Je m'attendais à mieux de ta part. Moi, et je m'attendais à être traité comme un être humain par des gens qui étaient censés devenir ma famille. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. Il m'a bloqué après ça. Très bien pour moi. La fin du préavis de 30 jours est arrivée il y a 3 jours. Je sais ce qui s'est passé parce que mon ancien voisin, Monsieur Lefebvre, un type plus âgé sympa avec qui j'étais devenu ami, m'a envoyé un texto. Mon ex, Sophie, a déménagé. Les affaires de ses parents, M et Madame Dubois, qui étaient dans un garde-meuble depuis le jour de l'emménagement raté, ont été chargées dans un camion avec ses affaires. Ils ont tout conduit chez son frère, Marc, à environ 2 heures de route. Marc a un 3 chambres avec sa femme et ses 2 enfants. Ils hébergent maintenant apparemment 3 adultes supplémentaires dans un espace déjà plein. D'après ce que j'entends, ça ne se passe pas bien. La femme de Marc n'est pas ravie de la situation. Il y a eu des disputes. M et Madame Dubois feraient déjà des exigences sur la façon dont le ménage devrait être géré bien qu'ils soient des invités. Ce n'est plus mon problème, mais il y a une certaine poésie là-dedans. Une dernière mise à jour pour tout conclure. 3e mise à jour, finale. 12 jours plus tard. Dernière mise à jour. La poussière est retombée et je veux clore ce chapitre correctement. Voici où en sont les choses. Mon ex, Sophie, vit toujours avec son frère, Marc. D'après ce que j'ai entendu par des amis communs, c'est une situation tendue. Ses parents ont apparemment pris la chambre d'amis, et la situation du canapé dans le salon cause des frictions. La femme de Marc a clairement indiqué que c'était temporaire. On leur a donné un délai de 3 mois pour trouver leur propre logement. Sophie a toujours son travail, ce qui est bien. Elle aurait regardé des annonces d'appartements, mais la combinaison de ses revenus et de son crédit rend la qualification difficile. Elle pourrait avoir besoin d'un garant, et ses parents ne peuvent évidemment pas l'aider. Son frère, Marc, ne serait pas disposé à se porter garant car il ne veut pas être lié financièrement à la situation si les choses tournent mal. L'ironie, bien sûr, c'est qu'elle avait un garant avant, moi. Mon nom sur le bail, qu'elle tenait pour acquis. Ma stabilité qu'elle supposait serait toujours là pour la rattraper. La situation de M et Madame Dubois est plus compliquée. Ils auraient essayé de demander une aide au logement et des options de résidence pour personnes âgées, mais les listes d'attente sont longues et leur historique financier complique les choses. Ils vivent de la sécurité sociale et des petits boulots que Monsieur Dubois peut trouver. Ce n'est une situation idéale pour personne. Je ne me réjouis pas de leurs difficultés. Vraiment, je ne suis pas vindicatif, mais je ne me sens pas non plus responsable d'eux. Ils ont passé 2 ans et demi à me traiter comme si j'étais indigne d'attention. Ils ont supposé qu'ils pouvaient emménager chez moi sans mon consentement. Ils m'ont demandé de l'argent quand tout s'est effondré. À un moment donné, les conséquences de la façon dont vous traitez les gens vous rattrapent. Quelque chose qui se sont passées ces 2 dernières semaines. Premièrement, j'ai reçu un dernier message de mon ex, Sophie. Elle a trouvé un moyen de contourner mes blocages en créant une nouvelle adresse courriel. Sophie, je veux juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu es partie. J'aurais dû te parler d'abord. Ça aurait dû être une discussion. Je paniquais pour mes parents et je n'ai pas bien géré la situation. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste dire que je suis désolé que ça se soit terminé comme ça. Je l'ai lu 3 fois. Ce n'était pas tout à fait des excuses pour la façon dont j'avais été traité pendant 2 ans et demi. Ce n'était pas une reconnaissance que le comportement de ses parents faisait partie du problème, mais c'était quelque chose. Plus de conscience de soi que je n'en avais vu de sa part auparavant. Je n'ai pas répondu. Il n'y a rien à dire, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Peut-être qu'un jour, cela ressemblera à une conclusion. Deuxièmement, mon ancien propriétaire m'a contacté pour me faire savoir que l'appartement avait été reloué. De nouveaux locataires emménagent le mois prochain. Le chapitre est officiellement clos à cette adresse. Troisièmement, j'ai croisé une amie commune, Amélie, dans un café. Nous avons parlé un moment. Elle m'a dit ce que les gens disaient de la situation. Certains pensent que j'ai été cruel, que j'aurais dû travailler avec Sophie pour trouver une solution, qu'abandonner sa famille en crise était froid.
D'autres pensent que j'étais justifié. Que entendre que quelque chose n'est pas une discussion était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un schéma où j'étais ignoré. Que me protéger n'était pas cruel, c'était nécessaire. Amélie a dit qu'elle était quelque part entre les deux. Elle comprenait pourquoi j'étais parti mais aurait souhaité que j'aie donné plus de préavis. Je lui ai dit que je comprenais ce point de vue, mais quand quelqu'un vous prive de votre voix dans une décision, il perd le droit d'exiger que vous utilisiez votre voix avant d'agir. Elle a hoché la tête. Nous avons changé de sujet. Quelques dernières réflexions avant de conclure. 1. La famille d'abord est à double tranchant. Sophie a utilisé cette phrase pour justifier l'emménagement de ses parents sans mon consentement. Je l'utilise pour justifier mon départ parce que je fais aussi partie d'une famille, ma propre famille, les gens qui me traitent réellement avec respect. À un moment donné, vous devez décider quelle famille vous priorisez. Et choisir une famille qui vous inclut n'est pas égoïste. C'est de la survie. 2. Le fait que le bail soit uniquement à mon nom m'a sauvé. Si nous avions été tous les deux sur le bail, cela aurait été plus compliqué. J'aurais été piégé dans une situation où j'avais la responsabilité mais aucun contrôle. Le fait que je pouvais légalement partir était le seul pouvoir que j'avais, et je l'ai utilisé. 3. Ce n'est pas une discussion, est un langage qui met fin à une relation. Si votre partenaire dit cela à propos d'une décision majeure, il vous dit que votre avis n'a pas d'importance. Peut-être qu'il ne le pense pas si sévèrement. Peut-être que c'est juste le stress qui parle. Mais les mots ont un sens. Et quand quelqu'un ferme la porte à la conversation, vous devez décider si vous voulez vivre dans une maison aux portes verrouillées. 4. Les conséquences ne sont pas une vengeance. Je n'ai rien fait pour blesser Sophie ou ses parents. Je ne les ai pas sabotés. Je n'ai pas dit du mal d'eux publiquement. Je me suis simplement retiré d'une situation où j'étais utilisé sans être apprécié. Les conséquences auxquelles ils sont confrontés sont le résultat de leur propre choix. La mauvaise gestion financière de M et Madame Dubois, l'hypothèse de Sophie que je serai toujours là pour la soutenir. J'ai juste cessé d'être le filet de sécurité. 5. Recommencer coûte cher mais en vaut la peine. Entre les frais de résiliation de bail, les cautions du nouvel appartement et les déménageurs, j'ai dépensé près de 6 400 € pour sortir de cette situation. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi le coût de la paix, de l'autonomie, de vivre dans un espace qui est entièrement à moi où personne ne peut me dire que mon opinion sur son utilisation n'est pas une discussion. Ça valait chaque centime. Mon studio commence à ressembler à un foyer. J'ai acheté un petit canapé qui convient à l'espace, j'ai trouvé une table basse dans une friperie que j'aime en fait plus que celle que j'ai laissée derrière moi. La cuisine est minuscule, mais c'est la mienne. La chambre est essentiellement juste un lit et une commode, mais j'y dors mieux que je ne l'ai fait depuis des mois. Je ne sors avec personne, pas prêt. La question de la confiance va prendre du temps, mais je ne suis pas seul non plus. J'ai des amis qui ont pris de mes nouvelles, une famille qui me soutient, un travail qui m'occupe, une vie qui est plus calme et plus petite, mais entièrement la mienne. Les parents de Sophie se plaignent probablement encore de moi dans le salon de Marc. Sa mère, Madame Dubois, raconte probablement encore à qui veut l'entendre l'histoire de l'homme qui a abandonné sa fille. Son père, Monsieur Dubois, pense probablement encore que je suis moins qu'un homme pour ne pas avoir logé sa famille sur demande. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je ne fais plus partie de leur histoire. Je suis dans ma propre histoire maintenant. Et dans mon histoire, j'ai une voix. Mes opinions comptent. Les décisions